Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. De ce dimanche 4 avril, 4 mai plutôt 2014, journal que nous avons le privilège et une fois de plus de vous présenter. Ce soir, nous avons en même temps l'honneur de recevoir pour vous, vous connaissez bien que ce n'est pas pour la toute première fois, M. Gabriel Mokia. Il est le président d'un parti politique de l'opposition dénommé MDECO. Et voilà, avec lui, nous aurons alors analysé les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur Canal Kin Télévision. Bonsoir, M. Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous commençons par une nouvelle, ici en rapport avec la présence du secrétaire d'État américain John Kerry en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il est ici en République démocratique du Congo depuis le samedi 3, où d'abord aujourd'hui il a eu l'échange avec le chef de l'État et après avec la presse. Au sortir de l'échange avec le chef de l'État, le secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères, a déclaré ceci: je crois que le président Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, sait bien que les États-Unis sont intimement convaincus que le processus constitutionnel doit être respecté. Peut-être c'est une manière par là de dire autrement que le chef de l'État ne sera pas brigué le troisième mandat. Il reconnaît que le chef de l'État, Joseph Kabila, est encore jeune. Il pourra contribuer pour le bon avancement de la démocratie en République démocratique du Congo. Il s'est également entretenu avec la société civile, où cette dernière, ou le représentant de cette dernière plutôt, ont estimé que la démocratie, enfin l'organisation des élections, ne semble pas convaincre la majorité des Congolais. Il faudrait alors, à ce moment-là, que l'audit du fichier électoral soit réalisé très rapidement pour qu'on ait un peu de la confiance. Mais au moins, le secrétaire d'État américain a insisté pour qu'on ait des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Monsieur Mokia, secrétaire d'État américain, John Kerry, en République démocratique du Congo, vous avez suivi son point de vue. Vous êtes opposant, vous-même vous aspirez un jour à diriger ce pays. Alors, quelles sont vos lectures, pour ne pas dire votre lecture, vous pouvez en avoir beaucoup, par rapport, n'est-ce pas, à cette position prise finalement par le secrétaire d'État américain John Kerry? C'est une joie. Comme avait dit l'artiste Pepe Kale, Toza Koya dans la chanson Ndaya. C'est-à-dire, Mikolo Yakotanga etikali ses souvenirs. Nous, dans l'opposition, on s'attendait à ça. Mais moi, hier, j'avais complètement critiqué John Kerry, parce que tous ceux qui viennent ici, à la fin de compte, ils se taisent. Mais de l'autre côté, on fait monter les achères, on va faire réviser la constitution. Bon, comme il vient de trancher, et Radio France est allé trop loin, en profondeur, il a dit que Joseph Kabila ne doit plus se représenter aux élections, ni procéder à la révision constitutionnelle. Lui-même aussi l'avait dit devant les concertateurs. Hein? C'est ça aussi. Lui-même aussi, Joseph Kabila avait dit qu'il ne va pas, il va respecter la Constitution. Voilà un modèle. Voilà. Ça, et j'avais dit devant vos micros qu'il ne faut pas lui prêter des intentions. Et jusque-là, il n'a jamais eu de réaction parce qu'il avait dit ce qui était au fond de son cœur. Sauf que les gens qui l'entourent, qui refusent de comprendre. Il voudrait lui rendre un mauvais service. Un mauvais service. Alors, pour le moment, l'opposition arrive, Toza Koya. L'opposition arrive. Et nous allons fournir un effort pour qu'il y ait un changement. L'alternance que tout le monde attend, bientôt, nous allons nous passer pour le bonheur de ce peuple. On va revenir. La liberté de médias pour un avenir meilleur et contribuer à l'agenda de développement post-2015 est le thème choisi pour la célébration de la Journée internationale de la presse célébrée chaque 3 mai. À Kinshasa, l'UNESCO a organisé une cérémonie officielle à l'intention des journalistes ce samedi 3 mai au cercle de Kinshasa en présence du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Suivant ce reportage que nous propose Hakim Kombo. Les journalistes congolais se sont retrouvés ce samedi 3 mai au cercle de Kinshasa pour célébrer
la journée mondiale de la liberté de la presse. Cet échange organisé sous l'initiative de l'UNESCO, l'occasion était bien indiquée pour les professionnels des médias congolais regroupés au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, de faire un bilan sur leur métier et de jeter un regard sur l'avenir. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, invite les chevaliers de la plume à la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Le métier de journaliste n'est pas un métier comme les autres. Vous êtes le quatrième pouvoir. Ce pouvoir n'existe pas si vous n'informez pas pleinement et librement les citoyens. Vous êtes donc porteur d'une lourde responsabilité, le président de l'UNPC l'a mentionné. Vous ne pouvez pas défaire de votre devoir absolu de neutralité. Je voudrais profiter de cette occasion, messieurs, dames, pour délivrer 3 messages. 1. Les 3 dimensions de la liberté d'expression. 2. L'exigence du professionnalisme. Et 3. L'indépendance d'esprit et le respect des droits des journalistes, notamment durant le cycle électoral. Représentant l'UNPC, Jean-Marie Kassamba relève ici les maux qui rongent la presse au Congo et qui l'empêchent d'être au service du plus grand nombre. Il a en même temps exhorté les gouvernements d'apporter son soutien aux médias congolais. Mais il y a aussi des responsabilités qui sont les nôtres de la presse. Les responsabilités, c'est de proposer à la population congolaise une presse professionnelle, une presse capable de traiter l'information, de la diffuser selon les normes établies. Néanmoins, le gouvernement a ouvert des chantiers pour un meilleur exercice de la liberté de la presse, notamment la dépénalisation des infractions commises par voie de médias et la migration en ce qui concerne l'audiovisuel et les systèmes analogiques vers les numériques. Quelques professionnels des médias ont donné leurs impressions à l'issue de cette célébration de la Journée internationale de la presse. Ils prônent tous pour l'effectivité de la liberté de la presse et le droit à l'accès à l'information. Ils l'ont dit au micro d'Hakim Kombo. Cette cérémonie vaut tout son sens dans la mesure où c'est quand même un rappel qui est fait à la presse pour savoir que c'est elle qui est le véhicule des opinions, c'est elle qui est la tribune, c'est elle qui informe le peuple. On nous a dit que la presse assure les liens sociaux, tout ça. Donc, cette cérémonie d'aujourd'hui tient d'un rappel à la presse pour de telle manière que la presse sache jouer le rôle qui est laissé. Vous savez, les textes, nous pouvons avoir tous les beaux textes, les plus beaux textes du monde, mais je crois que les textes, ce qui fait la force des textes, c'est l'usage, comme venait de dire M. Kobler. Donc, ce sont les journalistes qui doivent s'assumer pour être indépendants. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde où il y a croisement des intérêts. Les politiques ont leurs intérêts, les économiques ont leurs intérêts, les leaders sociaux ont leurs intérêts. Et c'est la presse qui doit savoir comment jouer de telle manière à ne pas être porteur des idées d'une classe donnée, mais qu'elle arrive à donner la vérité, qu'elle arrive à éclairer l'opinion de telle manière que tout le monde soit informé de ce qui se passe chez soi, de ce qui se passe dans le monde, et comme ça, les gens peuvent prendre des choix assumés. Cette célébration nous donne l'occasion de pouvoir faire un énième bilan de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. La liberté de la presse entendue comme le droit pour le journaliste de pouvoir faire son travail en toute liberté, en toute indépendance et en toute sécurité, et de ne pas être inquiété à cause de ce travail. Il y a un deuxième volet de cette liberté, c'est le droit du public à l'information. Le public a le droit d'avoir toutes les informations dont il a besoin de la part des médias pluralistes et professionnels. La presse a besoin d'être replacée dans son contexte sociétal. Quand on juge la presse, on la déconnecte de la société dans laquelle elle se développe. C'est une erreur monumentale. Nous ne sommes pas sur des extraterrestres, nous sommes des
hommes et des femmes qui travaillons dans une société, une société pauvre, qui a un niveau de culture. Quand vous êtes dans un pays sous-développé, un pays pauvre, il est normal que la presse soit à l'image de ce pays. Le 30 avril, le monde entier a célébré la journée de l'enseignement. Mais quel type d'enseignement en République démocratique du Congo et quel traitement pour l'enseignant, toujours en République démocratique du Congo, suivant ce reportage. La RDC a célébré ce 30 avril 2014 la journée nationale de l'enseignement. Il convient de noter qu'à Kinshasa, plusieurs écoles ont vu le jour, c'est là bon gré mal gré. Pour Madame Thérèse Mitéou de l'école chrétienne Source des Vies, l'enseignement à Kinshasa est au rabais et le gouvernement congolais doit revoir ces secteurs dans son ensemble. Être enseigné par nous les enseignants, mais chose grave, nous les enseignants, nous sommes négligés dans notre pays. Nous sommes vraiment minimisés. Cependant, une chose est vraie, beaucoup d'écoles ne répondent nullement aux normes requises pour la création de parcelles transformées en écoles, de salles de classe sans toiture, de murs sans cryptage, sans porte et étroites, semblables à un couloir. Les niveaux de l'enseignement ne rassurent pas, moins encore les conditions de l'enseignant s'éteignant de la craie blanche, abandonné à son triste sort. Tout n'est pas de scolariser son enfant, mais l'envoyer dans une bonne école est une autre paire de manches. Certains parents éprouvent des difficultés pour le paiement de frais scolaires. Imaginez-vous, déjà dans notre école ici, nous avons plus de 500 élèves. Et il y a seulement moins de 100 élèves qui ont soldé le deuxième trimestre. Donc nous connaissons vraiment d'énormes difficultés, voire pour payer les enseignants. Donc ça nous pose vraiment des problèmes. D'une journée à une autre, le 1er mai, journée nationale consacrée au travail, a été célébrée avec faste par les travailleurs à Kinshasa. Une manifestation a été organisée à la place du cinquantenaire, en présence du ministre Bahati Lukwebo, ministre de Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Suivant ce reportage. Les travailleurs du monde entier ont célébré la journée internationale du travail ce jeudi 1er mai. À cette occasion, le MAS Laborieuse de la République démocratique du Congo ont organisé en collaboration avec le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale une manifestation pour la circonstance. Au cours de cette cérémonie, à la place du cinquantenaire, devant le ministre du Travail, Modeste Bahati Lukwebo, l'intersyndicale du Congo a présenté son cahier des charges demandant au gouvernement de tenir compte du social de travailleurs de la RDC dont le salaire n'arrive pas à nouer le debout du mois. En tenant compte du thème retenu pour cette année, construire l'avenir pour un travail décent. Il n'est un secret pour personne que le travail décent contribue à la croissance économique et au développement du pays. Ne dit-on pas que le travail ennoblit l'homme? Un pays émergent nécessite et recommande qu'on réduise progressivement le chômage par la création d'emplois décents dans l'économie formelle pour la population active constituée en majorité des jeunes, tout en facilitant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Vous savez que nos frères là, asiatiques en général, et les Ouest-Africains, ne respectent pas les codes. Et ils sont protégés, qui? Par un général, par un dignitaire, par un ministre, par quelqu'un du pouvoir. Et quand on va pour la revendication de ces gens-là, ils refusent qu'on installe les syndicats pour défendre les travailleurs. Ils refusent qu'on signe les contrats avec leurs travailleurs. Ils refusent tout. Ils donnent aux travailleurs ce qu'ils veulent donner. Il n'y a pas de négociation et ils ne respectent pas la loi. Pendant que le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et d'autres organisations du travail célébraient le 1er mai à la place du cinquantenaire, les syndicats indépendants de l'administration publique n'ont pas voulu souscrire à cette démarche qu'ils jugent d'être complices avec l'État qui n'arrive pas à résoudre le social des agents de l'État. Le gouvernement de la République n'a jamais appliqué le barème salarial promulgué par l'ordonnance numéro 093 038 du 29 mars 1993. Non-exécution du rapport final
de la commission interinstitutionnelle sur les ordonnances de révocation et de mise à la retraite de certains cadres de l'administration publique. Non-respect de la date réelle des payes par le gouvernement de la République. Refus du gouvernement de la République de réhabiliter les délégués syndicaux des régies financières. Là, c'est le syndicaliste. Alors, Président Mokia, vous aviez suivi les 3 reportages. Le premier, c'est un rapport avec la liberté, la journée consacrée à la liberté de la presse, chaque 3 mai. Également, la journée de l'enseignement. C'était une semaine, en tout cas, riche en journées. Et aussi, journée de travailleurs. Alors, nous commençons d'abord par la journée de la presse, la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Vous faites quelle lecture? Les diplomates. Depuis 1986 que j'avais commencé à œuvrer dans ce domaine. Et dans des conditions plus difficiles, dramatiques, dont on fait partie le PDG des entreprises des ministres par nos écrits. Ce n'était pas facile, mais Mobutu écoutait aussi la presse. Mais la liberté de la presse, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Est-ce que cette liberté peut s'expliquer par la prolifération des organes de presse? Mais oui, aussi, ça fait partie. Ça veut dire qu'il y a liberté finalement. Il y a liberté parce que nous sommes sacrifiés. Vous savez, moi, depuis 1986 que j'ai commencé, mais vous savez que j'ai beaucoup lutté. J'ai eu de la peine, j'ai fait des prisons pour ça, pour chercher à dédouaner les pays à avoir vraiment la liberté de la presse. La plupart de mes collègues connaissent pour le combat pour la liberté de la presse. Mais maintenant, je joue les 2 rôles. Je joue pour la liberté de la presse du côté de la presse et du côté politique. Donc je suis là au milieu. Donc j'ai rempli des conditions. Vous savez, pour moi, la presse, c'est l'instrument pour faire reconnaître tout ce qui se passe dans le monde entier. Pas seulement ici dans notre pays. La liberté de la presse, ça s'emploie uniquement pour faire voir à l'autorité que dès qu'on est aux affaires, il faut écouter la presse, il faut écouter les peuples. Les peuples s'expriment par la liberté de la presse. Mais ce qui est mauvais, on ne respecte pas l'article 54. C'est-à-dire qu'avant d'amener quelqu'un au cachot, avant d'arrêter un journaliste ou quoi que ce soit, il faut d'abord commencer par faire les droits de réponse. Voilà. Mais beaucoup, même l'État lui-même, il oublie ces principes. On ne fait pas. Et puis les ministres de la communication, ils n'aiment pas défendre les gens de la presse, les journalistes, si c'est point. Vous n'avez pas... Vous savez que vous aussi, les politiques alors, vous aviez catégorisé la presse. Ouais. Il y a 2 tendances qui se sont dessinées finalement. Obédience et pouvoir, obédience opposition. Et ça pose aujourd'hui problème quand quelqu'un de l'opposition, un journaliste de l'opposition, soi-disant, donc travaillant dans des chaînes appartenant aux opposants, se pointe dans une manifestation organisé par le pouvoir, c'est comme un étranger. Et lorsqu'il faut sélectionner les journalistes, en cas d'une grande manifestation, on exclut les journalistes travaillant dans des chaînes appartenant aux opposants. C'est ce qui fait la honte du gouvernement actuel. Je vois, moi je suis de la presse aussi, je vois ce qui se passe. Quand on fait une conférence de presse, je regarde des têtes et la plupart ce sont les gens de la mouvance, les journalistes de la mouvance. Et même lorsqu'il faut primer. Et on prime toujours ceux qui sont de la mouvance. Mais cette injustice-là, à l'œil nu, ce n'est pas bien. L'autorité doit être au milieu du village. Voilà. Quand nous avons commencé l'école primaire, première lettre qu'on a commencé à nous apprendre après le maternel, c'est A. Le A été compris et par les gens, les enfants de la mouvance présidentielle et les enfants de l'opposant, des opposants, n'est-ce pas? Mais pourquoi maintenant quand on se retrouve dans un travail commun, on doit choisir des figures? Je n'ai jamais été d'accord. Mais ça, il faut condamner le ministre des médias. C'est lui, il peut être considéré, si c'est comme un séparatiste. J'ai vu les gens qu'on a primés ici. La plupart, ce sont les journalistes de l'obédience et du pouvoir. Mais je ne vous ai pas vu, vous autres, là-dedans. Ils savent comment ils sélectionnent leurs histoires. Alors, le travail, la journée du travail également a été évoquée ici, M. Mokia. Journée de l'enseignement également. Mais c'est simplement que quand nous avions balancé, vous aviez vu l'enseignement contredit plutôt la journée de travail, parce que l'enseignant s'est dit maltraité absolument
Mais bon, une journée comme ça de travailleurs, de travail plutôt, les travailleurs se réjouissent. Comment aussi... Mais les deux, la journée, ça se complète. Parce que l'enseignant qui forme un travailleur pour aller trouver du travail quelque part, les deux se complètent. Mais les deux aussi ne jouent pas les mêmes jeux. Parce que quand un enseignant est mal payé, moi j'ai des enseignants de l'école primaire, moi j'ai commencé l'école primaire à l'intérieur du pays. Mais si vous demandez ces enseignants leur état aujourd'hui, c'est déplorable. Combien on les paye? C'est pas possible. Est-ce qu'ils connaissent même ce qu'on appelle la bancarisation? En intérieur, je ne sais pas. Mais, journée du travail, l'enseignant vous envoie des gens pour travailler. Mais le ministre du Travail, il ne doit pas laisser les gens, les entreprises de son obédience à piller. Les ADG, les DG de piller les entreprises. Nous y arrivons. C'est lui qui est le maître. Mais quand les travailleurs congolais sont payés, excusez-moi, à 45 € par mois, moi, si je suis ministre du Travail et des fonctions publiques, je dépose ma démission. D'accord. Mais parce qu'il ne faut pas voir seulement que moi, je roule avec une belle limousine, j'ai une belle cravate, des costumes, mais celui qui travaille avec moi, il marche à pied, oui, ce qui est normal. Il peut prendre son transport, mais il ne s'assure pas par mois. Pour manger du 1er au 30, il n'arrive pas. Est-ce que le ministre lui-même ne peut pas être interpellé? Parce que la Constitution est claire à ce sujet. Nous sommes tous égaux. Mais cette égalité ne prime pas. Cette égalité choisit des figures, comme on dit. On va revenir. La pression exercée par quelques agents de la Société nationale d'assurance à travers les sit-ins réclamant le paiement de leurs arriérés de salaire est loin de s'estopper. Cette version pour certains agents de la direction générale constitue une pratique de diabolisation politique contre l'administrateur délégué général Carole Aguito. Suivant ce reportage. Des sit-ins initiés depuis quelques jours par certains agents de quelques agences de la Société nationale d'assurance, SONAS, sont loin d'être stoppés. Plus que déterminés, ces agents qui se disent non payés depuis plus de 25 mois pour les uns et licenciés abusivement pour les autres ne parviennent pas à trouver gain de cause de leurs revendications. Nous, on est là pour réclamer nos droits. On n'est pas là pour casser, pour insulter ou pour faire des choses illégales. On est là pour nos droits. On a 28 mois d'arriérés. Nos retraités n'ont pas été payés. Il y a des agents licenciés qui n'ont pas touché leur argent. Donc c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour faire les désordres. Ce langage pour les agents de la Direction générale de la SONAS est non fondé, d'autant plus qu'il y a autonomisation de chaque agence pour le paiement de ses agents et son nombre de mois impayés n'est qu'une farce pour nuire politiquement l'administrateur délégué général Carole Aguito. Sinon, rien ne saurait être expliqué qu'un climat serré et de bon travail puisse régner jusqu'ici au sein de la Direction générale de la SONAS. Tout en attendant que les autorités de la SONAS fixent l'opinion sur ces revendications, jusque-là jugées infondées par d'autres agents de la SONAS, l'opinion s'interroge sur ce qui se passe réellement à la SONAS. Est-ce une simple diabolisation instrumentalisée par les personnes en mal de positionnement ou c'est une question réelle de la mauvaise gestion? À tout point de vue, seule la version officielle des autorités de la SONAS permettra aux Congolais de tirer les plus amples conclusions. Les arriérés des salaires qui sont à la base du malaise qui se vit jusque-là à la Société nationale d'assurance ne datent pas du temps de Carole Aguito à la tête de cette société d'assurance. Suivons depuis Paris où elle séjourne la DGAI, précisément dans une interview accordée à nos confrères de Top Congo. Suivons-la. La solution, parce que quand vous êtes en train de manifester sur la rue, qu'est-ce que nous vendons? Quelle est l'unité de production de la SONAS? Nous vendons de la confiance, nous autres. Mais quand vous vous mettez sur la place publique à insulter votre manager, à insulter votre société par ricochet, que vont dire les clients potentiels de la SONAS? C'est-à-dire que c'est un endroit où on détourne, soi-disant, mais c'est le voleur qui crie au voleur, là. Quand on veut sanctionner des chefs d'agence qui ont détourné, ils coalisent contre vous parce que vous voulez les sanctionner.
La solution pacifique a toujours été trouvée à la SONAS parce que nous la gérons avec beaucoup de tact. Mais quand les gens profitent de votre absence pour quelques jours, vous commencez à faire ce qu'ils sont en train de faire, cela n'est pas juste. Les revendications, il y a une voie par laquelle on doit passer pour les faire entendre en tant qu'agent, et c'est le syndicat. Et dans toutes ces manifestations-là, il n'y a aucun syndicaliste de la SONAS qui est là-dedans. Les arriérés de salaire, il n'y en a pas qu'à la SONAS, mais à aller pour nuire la réputation ou l'image du mandataire social que je suis, là je n'accepte pas et personne ne pourrait l'accepter. Qu'on dise au moins la vérité, qu'est-ce que moi j'ai hérité en termes d'arriérés de salaire, ça aurait été une bonne chose qu'on le dise clairement. Voilà, M. Mokiela, vous avez suivi la question en rapport avec les réclamations au sein de la Société nationale d'assurance. Certains agents réclament le paiement. Bon, ils disent qu'ils sont là impayés depuis plus de 25 mois. Vous avez suivi également la version de l'administrateur délégué général Carole Aguitou à partir de Paris où elle séjourne. Bon, les agents réclament. Elle donne son point de vue, que la situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien avant elle qu'elle ne vienne à la tête de la direction générale de la Société nationale d'assurance. Bon, alors, parce qu'on venait de parler pas longtemps ici des travailleurs, les travailleurs au sein de la Société nationale d'assurance réclament, mais ça pose encore un problème sérieux, M. Mokia, pour les travailleurs. Non, c'est un problème, mais si vous voulez que je donne mon avis en tant que politicien de la RDC, garanti par l'article 8, qui me demande de contrôler l'action de l'exécutif. Ici, je condamne les premiers ministres, je condamne aussi les ministres du Travail. Pour avoir fait quoi? Oui, parce que, vous savez, dans cette affaire, ni les agents de la SONAS, ni Madame l'administrateur délégué, les deux sont là. Les agents de la SONAS se réclament, ils avaient commencé par 36 mois. Et Madame a dit qu'il a trouvé ses dettes de son prédécesseur, de ses arriérés de salaire de son prédécesseur, n'est-ce pas? Mais quand on est au pouvoir, on prend l'actif et le passif. Les deux, on doit assumer la continuité du pouvoir, parce qu'on doit assumer, parce que vous ne sortez pas l'argent dans vos propres poches. C'est l'argent que les mêmes agents travaillent. Parce que ces gens, ils fonctionnent, ils versent 60% au niveau du compte de la SONAS et les 40%, c'est pour le fonctionnement des agences. Mais pour faire sortir l'argent, les 60% pour payer tel et tel de salaire, c'est là où ça pose des problèmes. C'est pourquoi ça a fait en sorte que ça a généré les arriérés de salaire de plusieurs mois. Maintenant, les agents de la SONAS qui sont venus me voir, ils m'ont dit qu'il y en a qui se sont séparés de leurs femmes. Il y en a qui sont retournés dans leur lit d'enfance. Ils sont retournés avec leurs femmes auprès de leurs parents. Ouais, maintenant, moi, mon problème que je vais vous dire ici à la presse, c'est la faute de tutelle de la SONAS et c'est la faute aussi du tutelle du ministère de Travail, hein, parce qu'il dépend du ministère du Travail. Comment expliquer qu'il y a bruit dans une société? Les agents font sortir des documents, ils trouvent peut-être qu'il y a détournement, il y a ceci. Les premiers ministres ferment les yeux, les ministres de tutelle ferment les yeux. On ne sait pas prendre la décision. Non, on ne sait pas prendre. Voilà maintenant, je vous analyse ce que dit la Constitution. La Constitution dit chaque ministre est responsable de quoi? De son département. Ça fait partie du département de ce ministère. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il dit, bon, vous les agents de la SONAS, qu'est-ce que vous voulez? Vous écrivez. Et du côté de l'administrateur délégué, qu'est-ce que se passe ici? Vous les mettez, vous choisissez 10 agents, et toi avec le comité de gestion. Maintenant, je crois que moi qui est en dehors de la SONAS, je connais mieux ce qui se passe, et des motards, et tout ce qui a été détourné, tout, j'ai ça dans ma tête. Donc, autrement, M. Moké, troisième élément. Lorsqu'il y a des arguments avancés tels que c'est une instrumentalisation politique, simplement parce qu'il y a des gens aussi de la famille politique que la dame qui voudraient maintenant occuper le poste et prennent ces agents, instrumentalisent ces agents. Non. Vous donnez l'argent le matin à ton fils pour aller à l'école, n'est-ce pas? Mais ton fils, il prend l'argent, il arrive à l'école, on le voit, mais il disparaît à la récréation. Pendant la pause, il va aller manger, il ne revient plus. On a instrumentalisé quoi? Toi, tu donnes ton argent. C'est la même chose comme le fonctionnement d'une société. Quand la société fonctionne, vous ne payez pas les gens. Qu'est-ce qu'on dit?
ventre affamé n'a un point d'oreille. Alors, pour moi, dans cette affaire, l'opposition peut éteindre les faits. Tout en demandant au ministre de tutelle de convoquer les administrateurs de la SONAS et les agents, les mettre de côté. Je crois que Baat ou les premiers, ils vont découvrir des mauvaises choses. Parce que moi, jusqu'à on m'a apporté un document qu'il y a une liste de toutes les maisons de la SONAS qui doivent être vendues, y compris de la banque, comme on a vendu à la Banque centrale et à la présidence. Mais si maintenant des sociétés d'État, la SONAS a été créée en 1966 par le maréchal Mobutu, mais les affaires du maréchal Mobutu ne bénéficient pas de cette histoire. Mais c'est les gens qui sont au pouvoir. Peuvent-ils bénéficier de Non, ils ne sont pas là. C'est ça que je dis, que les hommes passent. Les institutions restent. Voilà. Comme c'est resté, lui, il a considéré la SONAS comme un bien public. Il a laissé à la disposition de l'État congolais. C'est normal, oui. Maintenant, il faut payer les agents qui travaillent. S'il n'y avait pas revendication des arriérés de salaire, je crois qu'il pouvait y avoir des grondes. Maintenant, les grondes, moi je condamne, moi en tant que politique, l'opposant du pays, de ce régime ici, je condamne et le Premier ministre et le ministère des tutelles. Voilà. Bon nombre d'expulsés de Brazzaville se retrouvent jusqu'à présent plutôt dans la commune de Kinshasa sans une bonne assistance de la part des autorités de l'État. Suivant ce reportage que nous propose Sylvie Ndaya. Opération Bataille Mokolo continue de faire ses victimes sans ménagement. De bateaux bondés d'expulsés de Brazzaville continuent à accoster au beach Ngobila. On dénombrait à ces jours près de 4000 refoulés qui ont gagné la rive gauche du fleuve Congo. À Kinshasa, au site d'accueil prévu pour les expulsés de Brazzaville, à savoir le stade Cardinal Maloula et l'enceinte de la maison de la commune de Kinshasa, mais il se pose plusieurs questions pour la survie de ses compatriotes venus de Brazzaville. C'est notamment la question des installations sanitaires. Les conditions d'hébergement sont très difficiles dans ces sites. Les refoulés sont exposés au soleil et aux intempéries par ces temps de pluie et dorment à la belle étoile. Les tentes érigées par la Croix-Rouge sont insuffisants et n'abritent pas par conséquent tout le monde. Les autorités congolaises doivent prendre à bras le corps cette situation pour éviter à ses compatriotes de maladies et d'autres désagréments. Pour une assistance aux expulsés de Brazzaville, la délégation de l'ASBEL debout Kinshasa a été voir le ministre provincial de la population où une enveloppe en termes d'appui a été remise pour une assistance en tout cas significative. Suivant ce reportage, il nous propose Fiston Kiala. Le traitement inhumain infligé aux ressortissants de la RD Congo vivant à Brazzaville n'a pas laissé indifférent l'ASBEL debout Kinshasa, conduit par son président Daniel Bikindou. La délégation de cette association qui œuvre pour le développement de Kinshasa s'est entretenue avec le ministre provincial de la population, sécurité et décentralisation autour des mesures arrêtées par le gouvernement provincial de Kinshasa jugées positives par l'ASBEL debout Kinshasa. Les temps forts de cette visite de l'ASBEL debout Kinshasa au cabinet du ministre provincial de la population a été marqué par la remise d'un chèque d'un montant consistant en guise de l'assistance des Kinois aux expulsés de Brazzaville. Nous sommes venus exprimer notre solidarité vis-à-vis de l'exécutif provincial et déclarer notre appui quant aux mesures prises pour encadrer les expulsés de Brazzaville, des dispositions débouchant sur un accueil humain et digne. Et nous sommes venus participer tant soit peu à soulager la précarité des expulsés en apportant une petite enveloppe provenant de nos cotisations, marquant notre solidarité de debout Kinshasa, et demandons à d'autres mouvements associatifs de faire la même chose. Je me permets d'exprimer notre sincère remerciement à l'ASBEL debout Kinshasa
qui est venu nous voir pour nous réconforter. Et ce réconfort est passé par la remise d'un chèque. Le chèque qui sera remis au gouvernement provincial pour ajouter, tant soit peu, à ce que la ville dispose pour pouvoir réduire au maximum possible les souffrances de ceux qui souffrent de la reconduction à la frontière d'une manière brutale. Après avoir entendu les autorités de la République démocratique du Congo sur la situation des expulsés de Brazzaville, la commission d'information de l'Assemblée nationale a fait un aller-retour ce vendredi à Brazzaville. La délégation a été conduite par le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Chadari. Cette délégation a été composée des députés de la majorité et ceux de l'opposition, dont le président du groupe parlementaire de libéraux, José Makila Soumanda. La commission d'information a été reçue par le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Justin Kumba, après 2 heures d'échange avec les élus de Brazzaville. Au cours de la réunion, l'honorable Chadari, chef de la délégation congolaise, a fustigé les méthodes d'expulsion des ressortissants congolais et a démontré la désapprobation des élus du peuple sur le dérapage connu dans l'opération Bata Yamokolo. De leur côté, les députés de la République du Congo ont reconnu les dérapages enregistrés lors des refoulements à masse des sujets du Congo-Kinshasa. La réunion terminée, les députés de la République démocratique du Congo se sont rendus à l'ambassade de la République. Plusieurs candidats à l'évacuation ont été trouvés sur place et d'autres ont réclamé la régularisation de leur situation comme résidents travailleurs sur place. Le chef de la délégation et José Makila ont communiqué le but de leur mission aux compatriotes dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Après 6 heures de travail, la commission d'information a regagné Kinshasa et devra rendre compte en plénière à l'Assemblée nationale. Après avoir fait la restitution devant quelques sujets congolais encore à Brazzaville, la délégation parlementaire est rentrée à Kinshasa par voie maritime. Alors, Monsieur Gabriel Mokia, là vous avez suivi les reportages plutôt en rapport avec la question des expulsés de Congo-Kinshasa, habitant depuis un moment à Brazzaville, expulsés à Kinshasa. D'abord, vous avez suivi le premier reportage où ces expulsés sont aujourd'hui entassés dans la commune de Kinshasa, dans des conditions en tout cas inhumaines, étant donné que la prise en charge n'est pas effective. Mais au moins, nous avions suivi le deuxième reportage où une ONG s'organise pour prendre quand même tant soit peu plus tôt en charge ces expulsés. Le troisième point, c'est le déplacement de la délégation parlementaire jusqu'au Congo en face pour se rendre compte de la situation, mais la curiosité c'est que ça continue. Bon, question Brazzaville, Monsieur Mokia, parce que vous prétendez toujours défendre les Congolais. Vous aviez défendu les Congolais de Brazzaville, les expulsés ici, à quel niveau et quelle est votre position actuelle? Non, pour le moment, pendant que nous sommes ici, quand vous m'avez invité, au lieu de m'appeler de Brazzaville, et les numéros d'appel, je peux vous donner, mais vous allez rappeler là-bas. On vient de déchirer un Congolais tout de Kinshasa. On l'a fait tomber dans l'eau. Et les gens ont commencé à pleurer. J'ai écouté comment ils pleuraient. On vient de les déchirer, un Congolais. Ça, c'est ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. C'est que Brazzaville est en train de faire. Vous affirmez que c'est une information d'aujourd'hui. J'ai le numéro. D'accord. Dans quelques minutes à la fin, je vais te donner le numéro. Le numéro est là. Le numéro de Brazzaville. Où est le numéro de Brazzaville? Dans une émission, ça passe, M. Mokia. Alors, mais ici, je vais vous donner le numéro. Vous allez appeler les gens, les Congolais. Parce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, mais pendant que nous faisons l'émission, on est en train de prendre tout le monde. Voici la curiosité. Voilà. C'est que c'est juste après le retour de la délégation parlementaire. Nous pensions que comme il y a eu maintenant des déplacements de la délégation parlementaire qui s'est échangé avec leurs homologues de Brazzaville, mais on ne comprend pas comment cette hémorragie ne s'arrêtait pas, ça puisse continuer jusqu'à avoir des cas comme vous êtes en train de décrire maintenant. Tout a commencé, ça a fait au moins à peu près 2 ou 4 mois qu'on a commencé à nous envoyer des images sur le Facebook. Le comportement d'un certain général qui est là, général Ndengue, il avait dit
tant que je serai là, les Congolais d'en face vont souffrir. Première décision, il a pris des femmes congolaises. Il est parti avec un brousse, on les a violées. J'ai des images. On a violé ces femmes et maintenant... Ça c'est trop fort. C'est trop fort. Après, on a pris ces femmes, les images, on a mis ça sur Facebook. Moi, comme je suis là, j'ai les images. Des images non. Et les militaires congolais en train de commettre ce genre de crimes. Ce n'est pas que les gens là étaient enfermés, non. Et les femmes, et les militaires congolais. Toutes les femmes congolaises comme ça, exhibées en nu. J'ai honte de montrer ces images parce que je suis un responsable, j'ai la belle famille, j'ai les enfants, j'ai des amis. C'est pourquoi je ne vais pas montrer ça. C'est une honte. Dédé, ce qui est très important que vous pouvez retenir. Le monde entier connaît maintenant que le gouvernement congolais n'aime pas ce sujet. Alors, nous sommes maintenant laissés à la portée de tous ces repas pour pouvoir nous étaler de cette façon, nous humilier. C'est l'humiliation parce que le gouvernement congolais humilie les Congolais. Maintenant, les autres gouvernements, avant de condamner les autres, il faut commencer... Pardon, monsieur le journaliste. Oui. Avant de condamner les autres, il faut d'abord commencer par vous condamner. Voilà comment ce que font les Congolais de Brazzaville, c'est l'expression qui se passe ici au Congo. Voilà comment nous allons nous condamner. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de donner raison aux autorités du Congo-Brazzaville parce que nous avons aussi exagéré. Le Congo-Brazzaville, ce n'est pas Congo-Kinshasa, ce n'est pas notre pays. Mais le fait qu'à chaque heure, il y a des traversées. Maintenant, on a envahi l'autre pays. Il faut voir le nombre qui est rentré. Ça ne peut pas nous interpeller et nous poser en même temps la question pourquoi c'est... Ne vous fiez pas à ce nombre. Il y a beaucoup à boire et à manger dans ce nombre-là. Je vous dis, nous avons la frontière avec le Rwanda. On peut voir les trafics. Kinshasa, plutôt Goma, Rwanda. Mais c'est très important. Et Rwanda aussi est en train de nous humilier de la même façon que Brazzaville. N'est-ce pas? Puisque nous on avait des relations de bon voisinage. Ce n'est pas parce que nous avons traversé à Brazzaville que nous pouvons subir ce genre de sort. Ce n'est pas possible. C'est parce que c'est l'autorité de Congo-Kinshasa qui ne veut pas prendre au sérieux les affaires de l'État et les affaires de la population. Nous nous battons pour conquérir le pouvoir. Crois-moi que si nous sommes au pouvoir, nous allons protéger même un seul Congolais, une Congolaise qui était mariée de l'autre côté, qui a des problèmes, et cette Congolaise verra nos têtes. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous sommes presque abandonnés. Est-ce que, troisième élément, ici à Kinshasa, regardez le nombre de Ouest africains qui sont ici. Jamais inquiété. Il faut tout. Je pèse, hein. Il faut tout. Ils sont dans tout. Ils apportent des pièces de rechange, de l'occasion et des histoires qui ne disent même pas. Vous mettez dans votre voiture, 2 jours après, vous revenez toujours. Il faut tout. Ils sont dans la mafia. Ils fabriquent, attendez, ils fabriquent même de la monnaie congolaise. Il faut tout. Les autorités, sous la barbe de l'autorité congolaise. Mais je n'ai jamais vu qu'ici on a pris une décision de frapper tous ces gens. Nous avons un nombre important de Chinois ici dans notre pays. Les Chinois sont dans tout. Les Angolais étaient ici. Ils étaient dans tout. Mais là où j'ai respecté le gouvernement angolais, ils ont envoyé des véhicules jusqu'à ici pour récupérer les sujets angolais, qu'on appelait à Sota les Bazombo quand on était des petits enfants, n'est-ce pas? Mais au moins par respect à leur population, le peuple angolais, le gouvernement, des responsables politiques de l'Angola ont envoyé des éléments pour récupérer leurs hommes ici. Mais ici, chez nous, quand un Congolais n'est pas contrôlé dans ces mouvements à l'étranger, on ne connaît pas le nombre de Congolais qui ont traversé. Mais attendez, il ne faut pas escamoter. On ne connaît pas le nombre de Congolais traversés, on ne connaît pas ce qui arrive, nous tous, et le gouvernement, et nous sommes dans les superfétatoires, donc ça dit que parlez, faites ce que vous voulez, et au moment opportun, même le nombre de morts, on ne connaît pas. On imagine. Quand nous parlons, on se dit, non, il y a eu la guerre de l'AFDER, et qu'on sort jusqu'aujourd'hui, il y a eu 12 millions de morts. Qui avait compté? Oui, le problème... Voilà qu'on a un pays... Je regrette. Vous parlez de l'identification du Congolais. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas une pièce qui permettrait qu'on se sente effectivement citoyen dès lors qu'on n'en a pas? Mais à vertu de quoi nous disons, il y a 12 millions de morts, il y a 8 millions de morts. Mais nous le disons parce que même le gouvernement dit aussi. Merci. Et quand ton papa dit que ça ce n'est pas bon, hein, vous allez aussi, ah ça papa a dit que ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui notre papa, gouvernement congolais,
ce gouvernement congolais, les papas a abandonné les enfants? Merci, parce que quand vous voyez, regardez un exemple frappant. La prison centrale de Makala était construite pour 1500 personnes. Sur Maréchal Mobutu, il y avait que si c'est 1000, en tout cas, on va chercher la loi de l'amnistie jusqu'à ramener à 300, 200. Moi-même, j'ai été arrêté en 1990 par Ngunza Cardibone, bien que j'avais fait que 3 jours à cause de la presse, de mes écrits sur mon journal. Quand je suis arrivé à la prison, j'ai trouvé qu'il y avait des pavillons vides. Pavillons comme ça qui contiennent aujourd'hui 4000, 3000, 2800, 1000, 2000 personnes. Il n'y avait que 20 à 10 personnes. Les gens même avaient peur, ils se regroupaient. Ils mangeaient comme ça. Mais aujourd'hui, pour voir que le gouvernement congolais raisonne de sa façon, la prison contient 7 à 8 000 personnes. Une prison construite pour 1500, pour accueillir 1500 Congolais. Maintenant, aujourd'hui, la prison, avec la répression, avec le mauvais fonctionnement du gouvernement, on a 8 à 7, 9 millions de Congolais. Merci. Comment voulez-vous que Brazzaville puisse nous respecter? Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Kinshasa, Valentin Girengo, a eu un entretien le jeudi 1er mai 2014 avec tous les présidents fédéraux et leurs secrétaires en vue de bien préparer les prochaines descentes du bureau interfédéral dans les différentes fédérations de Kinshasa. Suivons ce reportage que nous propose Alain Oka. Une rencontre entre le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Kinshasa, Valentin Girengo, et tous les présidents fédéraux et leurs secrétaires a eu lieu ce jeudi 1er mai au siège de l'interfédéral. Objectif, réfléchir ensemble sur les prochaines descentes du bureau de l'interfédéral dans les différentes fédérations en vue de réorganiser le parti pour l'entame des prochaines élections, a bien expliqué Valentin Girengo, plus que déterminé pour la victoire du MLC à tous les niveaux de ces élections. Le secrétaire général adjoint avait initié une tournée dans la ville de Kinshasa. Nous avons déjà parcouru 4 fédérations, il en reste 5. L'occasion aujourd'hui nous était donnée de faire l'évaluation. Nous avons fini avec l'évaluation. Maintenant, nous venons d'élaborer un nouveau calendrier pour la suite des autres fédérations. C'était ce qui était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Je vais donner aux militaires du MLC, c'est de leur demander de pouvoir suivre la marche du parti. Nous allons mobiliser, comme on a dit. À chaque fois que nous appelons une mobilisation générale, il faut que cette population-là puisse répondre promptement. C'est le message que je donne quand nous allons démarrer la suite du calendrier tel que nous venons de décider ici, parce que la hiérarchie doit avaliser. Dès que c'est fait, nous allons informer la base pour que la base puisse répondre promptement à notre appel. L'actuel engagement du président interfédéral trouve son sens dans sa volonté de voir le MLC être davantage réorganisé et implanté à travers tous les coins et recoins de la capitale. Alors, Monsieur Mokia, nous revenons parce nous sommes pratiquement à la fin. Nous revenons sur la question des élections. John Kerry, le secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo, il l'a évoqué. Pour lui, il faudra qu'on ait, pour sauver la démocratie, il faudrait qu'on ait des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Alors, les États-Unis vont appuyer les élections par un montant d'argent, 30 millions de dollars américains, chose qu'on hésitait parce qu'on estimait qu'il n'y a pas l'argent, il faudrait réviser la constitution parce qu'il n'y a pas l'argent, et là, on assure. Donc, tous les prétextes n'auront pas peut-être raison, alors au moins, le vœu d'avoir des élections, de bonnes élections au pays, a été avancé par le secrétaire d'État américain John Kerry. Est-ce que la RDC manque 30 millions ou 100 millions ou 1 million de dollars? On ne manque pas, c'est la mauvaise foi. Mais permettez-moi 10 secondes seulement de revenir. Pour montrer la mauvaise foi de la République démocratique et du gouvernement congolais, comment on peut arrêter quelqu'un? Il doit rester en prison 8 ans sans être jugé, comme prévenu, 4 ans, 2 ans comme prévenu. Mais ce sont des gens qui doivent être libérés. Voilà la mauvaise foi. Là, vous pouvez aller en prison, vérifier. Vous allez voir que j'ai même une liste de noms déjà. De cette façon. Donc c'est la mauvaise foi. Alors, revenons aux élections. Très rapidement, pour les élections, Malou Malou a fait monter des achères. Il faut 700 à 800 millions de dollars pour pouvoir organiser les élections. N'est-ce pas? Mais les États-Unis, ils savent très bien que si on donnait 700, 200, 400, 500 millions, l'argent va prendre d'autres destinations. Ils ont commencé par 30 millions. 30 millions, on peut faire de bonnes choses avec ça jusqu'à l'organisation des élections.
C'est pour vous dire que ces gens n'avaient pas besoin d'organiser les élections. C'est pourquoi on a demandé à Malou Malo d'avancer des chiffres comme vous voulez. Comme ça, tout le monde est si pour ne pas organiser les élections, s'il n'y a pas cet argent, moi je vais organiser des élections à suffrage universel indirect. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais si nous poursuivons, quand vous êtes au pouvoir pendant 5 ans, c'est-à-dire que vous devez préparer, mettre de côté l'argent pour l'organisation des élections à tous les niveaux à la fin de votre mandat. Mais si on le fait sciemment, mais comment voulez-vous quelqu'un qui arrive au pouvoir aujourd'hui, dès jours il achète une maison de 2 millions de dollars. Bon, où est-ce qu'il trouve cet argent? Et comment expliquer maintenant pour montrer la mauvaise foi à ne pas organiser les élections? Nous, les opérateurs économiques et les opérateurs politiques qui ont de l'argent auprès du gouvernement, le gouvernement refuse de nous payer, les ministres des Finances fait dribbler la population. Alors, jusqu'au niveau des élections. D'accord, la société civile a exigé qu'il y ait accès maintenant à l'audit du fichier électoral, parce que c'est obscur. Nous avions connu des cas comme ça lorsqu'on organisait des élections en 2011. Les jeudis choc initiés par l'UDPS. Bon, maintenant, c'est le combat que vous devriez mener, mais curieusement, vous ne menez pas. Vous ne faites pas pression pour que les choses soient Nous allons faire pression. Vous savez, ici au Congo, tout le monde se mêle dans tout, même la police se mêle dans ce qui ne lui concerne pas. Si nous quittons ici pour aller demander ce genre de choses, tu vois la police qui vient faire une ceinture que les opposants n'entrent pas. Moi, je ne sais pas. L'article 182 ou 3 de la Constitution interdit à la police et aux militaires de se mêler dans la politique. La police et l'armée doivent être apolitiques. Mais eux, ils font des choses pour protéger peut-être leurs autorités. Mais on dit quoi? Les hommes passent, comme je dis, les institutions de mer. Alors, nous n'allons pas aujourd'hui essayer, parce qu'on essaie, on va nous envoyer les policiers formés pour ça. Mais quand même... Commencez, excusez M. Moke, parce que là nous sommes à la fin, commencez par vous organiser. Vous avez suivi maintenant le secrétaire d'État, vous donnez la voix, que la Constitution sera respectée. Ça veut dire que la Constitution sera respectée. Maintenant, Maluma, on n'aura pas l'État maintenant de trouver encore d'autres arguments. Alors, là. Mais pas Maluma, lui, il doit partir aussi. Organisez-vous. Maintenant, c'est à l'opposition de s'organiser. Je termine là. Le problème de base ici, c'est quoi? Si les États-Unis vont demander à Joseph Kabila de ne pas se représenter comme ils ont dit, ce qui est constitutionnel, comme lui-même aussi il avait dit, qu'il va respecter la Constitution. Mais le grand problème, c'est Malou Malou. Lui, il sera là, même si on mettait un chien de leur côté. Malou Malou va le proclamer. Mais c'est ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas une bonne organisation. C'est pourquoi l'opposition s'est organisée pour demander son départ. C'est ce que nous demandons. Si Malou Malou partait, on met un homme net ou un Africain, vous verrez qu'on va organiser, les élections libres, démocratiques et crédibles. Monsieur Mokia, nous vous remercions pour avoir accepté notre appel ce soir. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à notre journal de ce soir qui a eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Mokia Gabriel. Il est le président national du parti politique dénommé MDECO. Et voilà, avec lui, nous avons échangé, vous aviez suivi, nous sommes à la fin. Au revoir, à la prochaine. Congo Mikili Live, toujours longueur